Salut Didier, comment vas-tu? Eh ben, bien, en cette fin d'année mouvementée. Ouais, ça va toujours toi de toute façon, c'est ce que je te disais avant de lancer l'enregistrement, tu as cette force tranquille qui te caractérise et ce côté très positif. Ouais, je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça. Après, c'est peut-être un peu d'hérédité. Je crois que mon père fonctionnait déjà plus ou moins pareil. Il était dans l'industrie. Et en général, quand il y avait un service ou un truc qui marchait pas, on faisait appel à lui, on le posait là, il réglait le problème. Et puis quelques mois plus tard, on l'envoyait sur un autre incendie. Et voilà. Donc je pense que j'ai aussi gardé un peu ça. Génial. Pour les gens qui te connaissent pas, c'est Didier Souchère. Nous, ça fait 15 ans qu'on bosse ensemble, donc on se connaît bien. Ouais. Tu me supportes depuis toutes ces années déjà et je t'en remercie. Réciproquement. L'objectif de ce podcast, je pense qu'on est entre le numéro 45 et 55. Tu n'en as écouté aucun. Tu Quasiment. confirmes? C'est de parler de toi et de parler des raisons qui t'ont amené à soutenir OVNI Capital dès le début, en prendre la présidence, en être un actionnaire, un des premiers souscripteurs du fonds finalement. Mais avant de parler de tout ça, on va parler de télécom, de la société dans laquelle on s'est rencontrés tous les deux, et on va essayer de balayer finalement ces 15 ans d'association dans 1 heure de podcast. Ça te va comme programme? Ok, c'est parti. Et puis peut-être ce que je vais dire dès le départ, c'est moi, c'est aussi une façon, je crois que ça fait 1 an qu'on essaye de le caler et pour diverses raisons, on n'y est pas arrivé. C'est aussi une façon de te remercier publiquement de ce que tu as fait pour moi, de ce coup de baguette magique que tu as mis dans ma vie il y a quelques années. Il y a Raphaël Monnier qu'on salue, qui est le fondateur de Opsmill et qui avant avait monté une boîte dans la cyber, qu'il a très bien vendue. Avait dit de toi que tu l'avais pris sous ton aile. C'est un peu pareil pour moi. Et on est début décembre, on est dans une phase un peu charnière de la vie de l'entreprise aujourd'hui où je vais prendre la présidence opérationnelle d'OVNI Capital et toi tu présideras le board. On expliquera ça en détail tout à l'heure. Mais moi, ça fait 14-15 ans que je n'ai qu'un président, qui est Didier Souchère. T'as toujours eu envie d'être président, d'être entrepreneur? Ça a été en toi assez tôt, cette volonté de tenir la barre et de diriger des entreprises? Comment dire? Je suis d'un naturel curieux. J'adore la tech. J'ai un côté très geek que j'assume. Et en fait, je travaille effectivement dans la tech depuis toujours, mais par hasard. Parce qu'à la base, en fait, moi j'ai fait des études en gestion, mais je suis de la génération qui a vu éclore le micro-ordinateur. Et j'ai plongé dedans tout petit, quoi. J'avais 15-16 ans, dans les années 70, je me suis acheté un Apple II, j'ai appris à programmer tout seul. Quand je suis sorti de la fac, comme tout bon étudiant, je savais rien faire, bien sûr. Mm-hmm. Et à l'époque, on est dans les années 80, tu savais un peu faire de la programmation, n'importe quel SS2I t'embauchait en 24 heures. Et du coup, j'ai commencé ma carrière là-dedans, sans forcément l'idée de me dire que je serai entrepreneur un jour, mais bon, voilà, faut bien commencer à bosser. Mais j'étais quand même d'un naturel assez indépendant. De toute façon, ça c'est quand même assez profondément ancré en moi. Je peux résister à l'autorité, mais voilà, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin d'autonomie. Donc voilà, j'ai travaillé une dizaine d'années dans diverses boîtes comme salarié, on va dire, dans l'IT, à diverses fonctions aussi, techniques, commerciales ou autres. Puis du coup, quand j'ai atteint la trentaine, je me suis dit, j'ai fait du marketing, j'ai fait du commerce, j'ai fait du dev, je m'y connais en hardware, j'ai monté ma boîte. Ouais, t'es un couteau suisse en fait. T'es un couteau suisse parce que t'es passé par tous ces métiers-là. Ouais, un peu autodidacte sur les bords. Mais j'ai eu la chance effectivement de faire des expériences différentes dans des entreprises différentes. Et du coup, d'avoir effectivement une vue relativement large. Et puis, on en parlera tout à l'heure, mais couplé au fait que j'ai toujours été un passionné par l'actualité, l'international, les voyages et plein de trucs, ça influence aussi parfois les décisions ou des choix techniques ou on va dire des évolutions possibles. Donc oui, j'ai monté ma première boîte, j'avais la trentaine.
super original pour l'époque, dans les années, début des années 90, une petite boîte d'informatique qui équipait des PME, etc. En fait, le premier virage que j'ai pris sans vraiment le savoir, qui allait aboutir à ce dont on va parler après, c'était en 94, où j'ai commencé à connecter des PME qui étaient mes clients à Internet. On parle de l'époque où on avait des modems 56K qui faisaient plein de bruit étrange quand on montait une connexion, et il devait y avoir peut-être 200 000 utilisateurs en France. Alors, c'est une période que j'ai connue. Certes, j'étais jeune, mais je l'ai connue. J'étais pas dans le business, mais je sais de quelle époque on parle. Après, donc tu as fait une dizaine d'années via ces entreprises-là, mais on va dire que un de tes plus gros chapitres, c'est Néo Télécom, une société dans laquelle tu bossais et sur laquelle tu as fait un MBO, donc c'est Management Buyout, dans les années 2002, c'est ça, 2002-2003, après l'explosion de la bulle Internet, c'est ça? Exactement. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que l'explosion de la bulle Internet, je serais presque tenté de donner la date à laquelle ça a commencé, c'était premier trimestre 2001. Et à l'époque, j'étais CTO de la partie entreprise chez World Online. J'avais arrêté ma première boîte qui grossissait pas assez. J'ai fait 2 ans chez World Online pour monter la partie entreprise. Et en fait, en 2001, il y a eu le rachat par Tiscali. C'est la première IPO de l'histoire de l'Internet qui s'est extrêmement mal passée. Et donc, la boîte, au lieu d'exploser en bourse, a dégringolé. Et la crise de l'Internet, du coup, il y a une crise de confiance derrière. Il y a eu plein d'IPO qui ne sont pas faites ou mal faites dans les mois qui ont suivi. Et ça a été le début de la crise de l'Internet. Je suis parti de World Online parce que ça ne se passait pas bien avec Tiscali. Et je suis rentré effectivement chez un opérateur américain qui s'appelait Bovnet, qui avait ouvert une filiale en France 1 an avant, et dont les métiers étaient le déploiement de fibre optique. C'était vraiment leur métier de base, l'hébergement en data center et le transit IP. Et donc, peut-être le transit IP, pour toi et pour moi, c'est un terme assez familier pour les non-initiés. Eh ben, si on fait une comparaison avec l'électricité, on va dire que la fibre optique, c'est le câble, que le transit IP, c'est l'électricité qui circule dedans. C'est ce qui permet aux gros acteurs d'accéder à Internet et d'échanger les informations. C'est ce qui permet à tout un chacun, quand on lance le navigateur, de se connecter sur un site Internet quelconque. C'est le flux, en fait, qui est entre un utilisateur et un serveur. Et donc, Bovnet jette l'éponge sur le marché européen parce que ils avaient déjà assez à gérer aux États-Unis. Parce que crise de l'Internet et qu'en 2002, donc Bovnet, où j'étais depuis finalement quelques mois, crise de l'Internet oblige, licencie la moitié de son personnel aux US et à peu près 80% dans ses 5 filiales européennes, dont Paris, où j'étais. Donc on passe de 54 à 8 en l'espace d'un trimestre. Peu violent. Koh-Lanta inversé, quoi. Ouais, c'est ça. Et globalement, pendant l'année 2002, on ne sait pas trop si la boîte va être fermée, pas fermée. Enfin, qu'est-ce qui va se passer si un opérateur va racheter. Et finalement, je décide avec le commercial qui était resté dans la boîte, ça s'appelle Florian Dubois, de faire un MBO. Donc, on va négocier avec le directeur financier Europe qui était basé à Londres. La négo se passe plutôt bien et on récupère l'entité française, puisque chaque pays avait une entité juridique indépendante. Et c'est le début de l'aventure Néo Télécom. Donc vous la récupérez pour 1 euro avec 4 millions de dettes, c'est ça? Ouais, alors c'est ça. On la récupère effectivement pour 1 euro symbolique, une boîte qui faisait un peu moins d'1,5 million de chiffre d'affaires en 2002 et qui approche les 4 millions de dettes. Et vous la revendez 12 ou 13 ans plus tard, si je fais en accéléré, 59 millions, c'est ça? On l'a revendue 58 millions en 2014. Donc 12 ans plus tard. Le gros du challenge au départ, ça a été effectivement de désendetter la société, puisque si elle n'avait pas été rachetée par un acteur du marché, c'est parce qu'effectivement le montant de la dette était colossal et qu'il n'y a qu'en étant à l'intérieur de la société et en connaissant le potentiel des infrastructures et de tout ce qu'on avait comme moyen, on va dire, sous la main, qu'on nous avait laissé, mais qui avait des coûts énormes en termes de charges, qu'on pouvait imaginer qu'on allait doubler ou multiplier par X le chiffre d'affaires, désendetter la boîte et la faire grossir. Et en fait, les 2 premières années, ça a été essentiellement, on va dire, les plus dures, parce que c'est le moment où on est passé d'une valeur négative à une valeur positive. Et en fait, derrière, on a fait de la croissance à 2 chiffres pendant 10 ans. Vous aviez rien à perdre à ce moment-là? Parce que c'est quand même un sacré pari, non? On te demande quoi? De mettre en garantie ta maison, de
d'être caution perso, tu dois mettre du compte courant d'associé. Comment ça se passe? Parce que dans les 8, finalement, il n'y en a que 2 qui prennent vraiment le risque de faire ce pari-là. On embrasse les 6 autres, parce qu'on les connaît, on a encore des relations avec certains d'entre eux. Mais c'est vrai qu'il faut assumer une certaine prise de risque à ce moment-là. C'est prise de risque maximum. Donc, j'ai pas eu à hypothéquer la maison, que j'avais D'accord. pas d'ailleurs. Mais effectivement, on a proposé aux autres de reprendre la boîte à 8 et non pas à 2. Mais finalement, ils n'ont pas suivi à ce moment-là. Ils ont préféré garder leur position, leur salaire, et ainsi de suite. On a donc sérieusement baissé les nôtres avec Florian et puis bossé, je ne saurais pas dire combien d'heures par semaine, jusqu'à ce qu'on ait réussi à avoir une boîte qui était à peu près opérationnelle et à flot. Le patron, pour toi, c'est la première variable d'ajustement. Tu parlais des salaires, donc vous avez baissé les vôtres, vous avez fait des sacrifices, versus les collaborateurs sur lesquels vous avez préservé l'emploi. Et donc vous avez tenu combien d'années comme ça? Pendant 2-3 ans, le temps de... Oui, les 2 premières années. Les 2 premières années, ouais. Le temps d'avoir des résultats. Finalement, le patron, comme tu dis, quand il est aussi l'actionnaire, c'est ta boîte. Donc, si quelqu'un prend le risque, c'est toi. Si quelqu'un doit faire des sacrifices, a priori, c'est toi. Après, si tu as bien fait le job, la récompense est à la clé. Sinon, tant pis, quoi. C'est comme ça. Moi, je t'ai rencontré 7-8 ans après ça. Si tu devais nous résumer en 2-3 minutes ces 6-7 années de développement, le passage de 8 à, 15, 20, 30 collaborateurs, la mise en place d'un réseau international, comment tu raconterais ça? Alors, il y a plusieurs choses en parallèle. La première chose, c'était effectivement d'avoir notre indépendance sur notre infrastructure et notre métier historique, qui était vraiment de fournir des briques de fonctionnement de l'Internet, donc de la connexion de fibres pour les entreprises, des data centers pour héberger des serveurs et des services en ligne, et puis effectivement de maîtriser la partie transit IP qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le flux Internet. On vend de la bande passante comme on vend de l'électricité. On fait un contrat annuel et puis on mesure la consommation du client et on le facture tous les mois. C'est aussi basique que ça. Pour être indépendant, ça veut dire que tu vas acheter tes machines, tu vas les mettre dans des data centers et tu vas proposer un service packagé, c'est ça? Alors, en fait, au départ, le transit IP, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir des équipements réseau précis, ce qu'on appelle des routeurs dans notre jargon, qu'on doit positionner dans des data centers aux 4 coins de la planète, majoritairement, on va dire Europe-US, quand on est un acteur occidental, puisque déployer des équipements comme ça en Asie ou sur des continents où les langues parlées, surtout à l'époque, sont complètement différentes, a peu d'intérêt, puisque finalement, ta clientèle, c'est soit des fournisseurs d'accès Internet, des gens comme Free, des gens comme SFR, ou etc., ou Numéricable à l'époque, ou alors des gens qui proposent du service en ligne, comme on avait, type Dailymotion, Le Bon Coin, ou Féminin, ou Doctissimo. Et en fait, il y a une rencontre entre l'utilisateur et le service qui se fait dans la langue natale. Et donc les gens, l'internaute français, il s'intéresse à du contenu en français, en anglais, éventuellement d'autres langues occidentales, mais assez rarement autre chose. Donc pour mailler un réseau, pour fabriquer, entre guillemets, de la connectivité IP, c'est un peu comme construire des centrales électriques. On déploie des équipements dans les principaux data centers en Europe et aux US qui voient s'échanger le trafic qui interconnecte les fournisseurs d'accès Internet d'un côté, les fournisseurs de contenu de l'autre. Et le jeu consiste derrière à créer le maillage avec tous ces acteurs, ville par ville. Donc ça se fait à travers l'achat d'équipements, le déploiement d'équipements. Donc ça, c'est un budget quand même significatif. Et derrière, il y a des années de travail. C'est ce qu'on a fait. On est parti de 0 en 2004 pour construire notre propre réseau IP. Ça, c'était pratiquement jamais fait. En tout cas, à cette échelle-là. Et donc, avec Raphaël Monnier, qui était mon CTO de l'époque, on a pris le pari de se dire... On va monter notre réseau IP avec des équipements de dernière génération, de Juniper à l'époque. On va tout redonder, tout sécuriser parce qu'on voulait un réseau fiable. Et on va aller négocier avec des opérateurs, des fournisseurs d'accès ou des plateformes de contenu aux 4 coins du monde. Donc il y a 2 grosses conférences par an où on peut faire ce genre de trucs. Une en Europe, une aux US.
Il y en a en Asie aussi, mais c'était pas notre marché. Le Nanog et le... Non, c'est ce qu'on appelle les Peering Forums. Les Peering Forums, ok. Et donc, c'est une conférence où les différents acteurs du transit IP, on va dire d'une taille un peu significative, vont négocier entre eux des accords d'interconnexion de leur réseau avec le réseau du voisin. Moi, je croyais que vous y alliez juste pour les soirées déguisées et pour le voyage. Ça n'empêche pas. Mais en réalité... Alors c'est amusant que tu dises ça parce qu'à l'époque c'était un métier un peu compliqué à expliquer. Quand j'avais des copains qui me disaient mais tu fais quoi dans ce genre de truc, je leur disais si vous avez de l'internet à la maison c'est parce qu'il y a 200 mecs qui boivent des bières et qui se tapent dans le dos. Ouais. Et globalement c'était ça. Oui, parce qu'en plus de ce que m'expliquait Raphaël, à l'époque il n'y avait pas d'accord écrit comme tu dis, c'était on se tapait non, c'est dans du la gentleman main, agreement. on se branche et puis les accords okay, de peering, ça pouvait être écrit avec des gros opérateurs, et donc du coup ce travail d'interconnexion et les équipements déployés font que tu deviens un acteur. Et donc, on est parti de zéro en 2004 avec ce réseau. En 2012, il était classé dans le top 50 mondial en termes de nombre de peering et de transit IP, ce qui était jamais arrivé en fait dans l'histoire de l'Internet. Moi, de mémoire, c'était le deuxième opérateur après Orange, enfin Open Transit. Et ça représentait entre 600 et 800 gigabits seconde de données transférées. En opérateur français, on était le deuxième plus gros fournisseur de transit IP derrière Orange dans les années 2010. Raphaël revient là-dessus. Il parle pas mal de FranceX dans le podcast qu'on a fait avec lui. Finalement, vous avez œuvré pour l'entreprise, mais aussi pour l'Internet français de façon un peu désintéressée, puisque vous avez fait cette association à but non lucratif qui a remis Paris et la France un peu sur la carte de l'Internet. Alors, intéressé et désintéressé. En fait, ce que j'expliquais précédemment, c'est que quand on veut faire du peering, on installe des équipements dans des data centers où il y a beaucoup d'opérateurs qui se concentrent de manière à pouvoir physiquement les interconnecter avec des fibres optiques avec l'équipement du voisin. Je fais court. Les gros sites de peering sont toujours des associations. Okay. Donc les deux principaux européens étaient le Lynx à Londres et l'AMSIX à Amsterdam. Et un troisième s'appelle DKIX à Francfort. C'était les trois hubs, on va dire, principaux en Europe. Pourquoi ? Parce que historiquement, les premières liaisons Internet et les premiers contenus étaient américains. Et que donc les câbles transatlantiques ont été tirés entre la côte est des États-Unis et l'Angleterre en premier, et Amsterdam, qui était un second point d'attache des câbles transatlantiques. Donc, historiquement, le trafic Internet entre l'Europe et les US passait par Londres et par Amsterdam. Les Allemands étaient assez malins après la chute du mur pour collecter le trafic d'Europe de l'Est pour le ramener sur Francfort, en connectant les réseaux allemands vers les réseaux d'Europe centrale. Et en fait, il n'y a que la France, en mode village gaulois comme d'habitude, qui n'avait aucun point d'échange significatif, puisque en fait, Free avait le sien, Orange avait le sien, enfin, il y en avait 3 ou 4 qui traînaient, il y avait Suite Club Internet, et en fait, il n'y en avait aucun qui était fédérateur. Et l'histoire du FranceX, ça a consisté à servir d'intermédiaire et négocier avec tous ces acteurs qui avaient chacun un petit point d'échange, mais avec un nombre d'opérateurs et de fournisseurs d'accès insuffisant pour être un point d'échange international digne de ce nom, et à réussir à tous les convaincre qu'on pouvait tous les raccorder sur un nouveau site avec des équipements qui seraient dédiés et qui récupéreraient la totalité du trafic de tout le monde à travers une association, donc pour le coup, pas de concurrence. Et de ce fait-là, on a créé FranceX, qui est devenu l'équivalent français de ce qu'était l'AMSIX à Amsterdam, le DKIX à Francfort ou le Lynx à Londres, avec l'optique qui s'est matérialisée finalement 1 an ou 2 après, de collecter aussi le reste du trafic qui n'arrivait pas sur les points historiques, qui venait d'Afrique, les nouvelles routes vers l'Asie, donc tout ce qui traversait la Méditerranée avec les derniers câbles sous-marins, et ces câbles atterrissant à Marseille. Paris était connecté en direct avec Marseille, donc on a ouvert une extension là-bas qui fait que aujourd'hui, la France collecte quasiment tout le trafic méditerranéen et les routes alternatives vers l'Asie. Donc c'était aussi un avantage pour les opérateurs français comme on était, de pouvoir se connecter à un point et d'accéder à tous ces nouveaux marchés. Très clair. Qu'est-ce que tu retiens de cette phase de vie, donc 2002, 2014, 2015, cette hypercroissance, passage de 0 à 60 collaborateurs. Maintenant, tu as du recul en plus. Il y a 10 ans, c'était tout frais. Qu'est-ce que tu retiens principalement de ce chapitre de ta vie ?
C'était les golden years de l'Internet. Ouais. C'est clairement la période, je veux dire, les années 2000 à 2015, 2015, où on a construit Internet, quoi. Il y avait évidemment des briques, mais il y avait surtout des gros opérateurs internationaux issus d'opérateurs nationaux qui faisaient le gros du trafic, etc. C'est vraiment la période d'émergence d'acteurs alternatifs dont on faisait partie, mais il y en avait dans tous les pays, qui ont décuplé la puissance du réseau, qui l'ont ouvert et qui surtout ont permis de réguler les prix, parce que ce qui a fait aussi la croissance et l'explosion des usages, c'est le fait que la bande passante, le transit IP qu'on évoque depuis tout à l'heure, a eu un prix qui a drastiquement chuté. Il faut quand même voir que quand on a ouvert notre réseau, par exemple, sur le territoire français, en dehors de Paris, dans certaines villes en région, donc à Toulouse, à Montpellier, à Metz ou autres, par rapport à l'opérateur historique qui était là et qui connectait les entreprises, du jour au lendemain, le prix du mégabit de bande passante, elle était divisée par 5. Ouais, ça paraît incroyable en 2025, mais c'est vrai que donc dans les années 2007, 8, 9, 10 et qui s'en sont suivis jusqu'en 2015, tu payais très très cher quand tu étais basé à Nantes, à Toulouse ou à Besançon. Exactement. Et nous, on a voulu démocratiser ça. On a donc construit un réseau national aussi qui connectait pas mal de grandes villes et dans lequel on connectait les clients au même tarif que s'ils avaient été à Paris, qui était un marché de concurrence. Ce qui a radicalement changé la donne sur le marché français et permis en région l'éclosion de beaucoup d'acteurs autour de l'Internet, alors qu'à l'époque, c'était prohibitif. Dont Full Save, nos amis Hugues Brunel, Laurent Bacca et Thierry Cavaillé, avec qui on parlait encore il y a quelques minutes et qui sont des supporters de ce qu'on construit avec OVNI aussi. Une fois passé cet âge d'or, qu'est-ce que tu as eu envie de faire et comment t'en as été amené à te dire je vais créer un mini fonds d'investissement pour soutenir des startups, mais peut-être là je vais un peu trop vite. Je te demandais qu'est-ce que tu retiens de ces années, si tu devais parler quelques minutes de l'équipe que vous avez construite. J'ai souvenir que tu m'as dit, en fait, je m'aperçois que le succès de la boîte, il tient sur 5, 8, 10 personnes. Elles étaient là dès le départ, vous en avez recruté au fil de l'eau. Voilà. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, le fait que ça a bien fonctionné chez Néo? Alors, j'allais y venir de toute façon. Effectivement, ça a bien fonctionné parce que j'avais une super équipe. Et pour avoir une super équipe, bien évidemment, faut tomber sur des personnes, on va dire, positives et efficaces, mais il y a un esprit d'équipe à entretenir qui, pour moi, est carrément vital dans une entreprise. Alors, c'est peut-être un peu naïf de ma part, c'est peut-être un peu old school, mais j'ai pas l'habitude de faire aux autres ce que j'ai pas envie qu'on me fasse, et réciproquement, les trucs qui me font plaisir, si je peux les partager, j'aime bien les partager. Et dès le départ, finalement, on a été, à l'époque Néo Télécom, cité pour diverses raisons. Je te dis, croissance du réseau, machin, etc. Mais il y a un trophée qu'on a reçu, qui est vraiment celui qui me fait le plus plaisir, qui était le trophée social des télécoms, en 2008, pour la politique en faveur des salariés. Parce qu'en fait, dès le départ, on a repris la boîte à deux, mais on s'est dit, si un jour ça marche, finalement, tous les gens qui sont là, va falloir les récompenser d'une manière ou d'une autre, parce que eux aussi sont acteurs, eux aussi comptent pas forcément leurs heures. Enfin, donc on était vraiment une équipe dès le départ, même si tout le monde n'avait pas envie d'être actionnaire d'une société. Pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils se rendent compte, vous aviez mis en place un système intéressement participation qui pouvait représenter entre 20 et 35% des salaires des collaborateurs. Voilà, on a repris la société fin 2002, donc on a démarré en janvier 2003 très exactement, et le système d'intéressement était mis en place dès 2004. Donc, inutile de dire que les 2-3 premières années, ça ne rapportait pas grand-chose. Mais quand la boîte a commencé à faire une forte croissance, on a fait de la croissance à 2 chiffres pendant 10 ans après. Et plusieurs millions d'EBITDA, ça représentait des belles sommes. Ça représentait des belles sommes, et grosso modo, sur la répartition du résultat après impôt, c'était pas linéaire d'une année sur l'autre, mais enfin, globalement, la moitié partant d'investissement. Donc la société n'a quasiment jamais emprunté. On s'est autofinancé nos infrastructures et nos investissements tout au long de la croissance. C'est un regret, ça ?
Quand tu vois ces startups-là qui lèvent 5, 10, 50 millions sur un PowerPoint, ou tu te dis pas, ou quand tu vois des anciens concurrents qui sont devenus des amis par la suite, un Jaguar Networks, un Yellow, tous ces gens-là qui ont eu aussi recours à la levée de fonds, ou même Julien Santina, s'il nous écoute, avec Cypartech, qui lui avait fait une levée avec... je crois Xavier Niel et d'autres acteurs. Vous, c'est pas un regret de jamais avoir levé de fonds? Non, c'est pas un regret. En fait, on n'était pas câblé pour ça. Okay. Je pense qu'avec Florian, on aimait bien être maître chez nous, et que du coup, le fait d'être capable justement d'autofinancer sans avoir besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs, c'était plutôt une fierté qu'un regret. Et donc, pour finir sur le sujet... Tu l'as dit au début, tu as un peu de mal avec l'autorité en plus. Donc c'est vrai qu'avoir des investisseurs qui ont 20% de la boîte et qui viennent te casser les pieds, tu n'avais pas envie, c'est ça? Alors déjà ça, j'avais pas super envie, effectivement, je confirme. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on a pris des décisions d'investissement ou de création de filiales, je dirais pas sur un coin de table, mais presque, quand j'avais une idée tordue. Parce que Florian était excellent sur la partie finance et commerciale. La partie prospective, R&D, direction technique, c'était plutôt moi. Donc, de temps en temps, étant toujours un geek, parce que ça se change pas, et ayant senti, entre guillemets, quelques nouveaux domaines d'activité qui n'étaient pas notre cœur de métier, mais qui pouvaient générer du business complémentaire à ce qu'on faisait, on filialisait, donc on mettait un peu d'argent sur la table, on créait une structure avec un porteur de projet qu'on suivait derrière, à qui on donnait des moyens, et puis comme ça, on a lancé une filiale dans l'Internet par satellite, une dans la voix sur IP, une dans le cloud computing. Aucune des trois n'a fonctionné parce qu'on les a fait tellement early par rapport à l'appétence du marché qu'on était entre 3 et 5 ans avant que ça devienne une demande. Est-ce que tu crois vraiment que c'est parce que vous étiez trop early, ou est-ce que tu crois que c'était pas un sujet d'équipe, si je suis un peu provoque? Il y a les deux, sans doute. Parce que, en fait, quand tu vois aujourd'hui certains de nos souscripteurs qui ont des startup studios, etc., ils sont obsédés par l'équipe. Et donc, c'est pas tout d'avoir l'idée et de mettre de l'argent, mais en fait, c'est qui va le porter. Et je me souviens de certaines corrections que vous avez fait en remettant les bons profils à la place, notamment Robert Léger, que vous avez remis sur un Texan ou des choses comme ça. Quand tu mets les bonnes personnes, ça peut marcher. Bien sûr. On en revient toujours au même sujet. C'est l'équipe qui fait le job. Et ce qui fait le succès de la boîte, c'est l'équipe et l'esprit d'équipe. Et puis, pour finir là-dessus, en dehors de l'aspect financier, où effectivement, le plan d'intéressement, les bonnes années, les gens prenaient un trimestre de salaire supplémentaire en fin d'année, il y avait toute une partie état d'esprit où on faisait beaucoup d'incentives ensemble. On faisait à minima une fois par an des choses, on va dire, marquantes pour tout le monde. Moi, j'aime bien faire des expériences. Une régate, du kart. Voilà, ils ont piloté des avions, ils ont fait de la régate, ils ont fait une murder party, des choses rigolotes, quoi. Si on se dit les choses franchement, vous aviez un style de management très paternaliste, familial, vous voyez. Ouais, il y a un peu de ça. Il y avait un peu de ça, un quand côté même. un peu paternaliste, sans tomber dans l'extrême, comme on peut l'imaginer d'une boîte du 19e siècle. Mais un côté, oui, familial, ouais, d'une certaine manière, mais plus dans le, comment dire, dans la qualité de vie au travail que dans un état d'esprit pur. Ça se faisait parce que, un peu par la force, pas par la force des choses, mais ça se faisait assez naturellement, parce qu'on partageait des choses, et des trucs qu'on avait envie de partager ou qui nous éclataient, et on les partageait avec l'équipe. Et finalement, ça a très bien fonctionné, laissé plein de souvenirs à tout le monde, et un niveau de motivation qui faisait que la boîte fonctionnait. Pour citer un autre exemple du résultat de ce genre de choses, on était dans des métiers où il y avait déjà des jobs en tension, type des ingénieurs réseau de bon niveau, etc. Il y avait deux options. La première, on payait fort cher des cabinets de recrutement qui allaient nous dégoter des profils qui collaient pas, etc. La deuxième, c'est qu'en fait, quand on avait à ouvrir des postes comme ça, je dirais pas 2 fois sur 3, mais presque, nos équipes internes avaient toujours un copain chez un client, un concurrent, un fournisseur, peu importe, qui avait la compétence et qui n'attendait qu'une chose, c'est qu'on ouvre un poste, parce que comme l'auberge était bonne, on recrutait par cooptation au moins la moitié du temps. Et mine de rien, ça dénote l'état d'esprit de l'entreprise. Oui, parce que si tu es capable de recommander ton entreprise à ton ami et de le faire venir, c'est que généralement... C'est qu'a priori, tu t'y sens bien. Et puis donc du coup, ça a le deuxième effet que l'équipe est cohérente. Ouais. Tu fais pas débarquer un étranger où tu connais pas le résultat. Il y avait même des frères et sœurs. Oui, il y a eu 2 frères à un moment. Bon, un sacré duo à l'ingénierie, on les embrasse. Et
Je vois l'horloge qui tourne. Sur la partie néo, je pense que c'est assez clair. À quel moment tu prends conscience que cette entreprise-là a beaucoup de valeur et qu'elle va devenir une cible potentielle? Vous-même, vous vous mettez à racheter des boîtes. Vous rachetez un data center et une équipe à Montpellier. Vous rachetez partiellement un data center et une équipe dans l'Ouest à Nantes. Donc finalement, vous consolidez le territoire national. Je crois que vous avez même fait des choses dans l'Est, Nancy, etc. Nancy, Metz. À quel moment, toi et Florian, vous prenez conscience qu'à un moment donné, vous aussi, pouvez devenir la cible d'un consolidateur plutôt international? En fait, dès le départ, parce que de toute manière, c'est un métier qui est extrêmement spécialisé. On a toujours voulu, c'était le focus de la société, ne pas sortir de notre modèle économique. L'idée n'était pas de faire ce qu'a fait un Jaguar, typiquement, ou un Adista ou d'autres, de vouloir à un moment aller sur tous les métiers, c'est-à-dire vendre de l'infrastructure, vendre du service, faire de la presta, etc. Nous, on est resté focus sur les briques de base. On fait de la fibre, du data center, du transit et des services réseau de base, parce qu'à aucun moment, on veut faire le métier de nos clients. Ça a toujours été très clair dans la stratégie. Nos clients étaient eux-mêmes fournisseurs de services, fournisseurs d'accès Internet, entreprises, bien sûr. Pour les gens qui nous écoutent, c'était Dailymotion, Deezer, Blablacar, mais c'était aussi le Stade de France, Roland-Garros ou l'Arena, parce qu'ils avaient besoin de fibres et de gros débits. Exactement. Pour commencer à faire du streaming, des choses comme ça. Et déjà, ils anticipaient les besoins futurs. C'était ça, en fait. C'est ça, mais surtout, dans la stratégie de l'entreprise, ça a toujours été hyper clair qu'à aucun moment, on venait empiéter sur les plates-bandes de nos clients. Ce qui fait qu'on avait des clients qui pouvaient être concurrents entre eux dans tout un tas de secteurs d'activité, mais ils n'étaient jamais avec nous. Donc ça se passait bien avec tout le monde. La stratégie, moi je pense que tu es un fin stratège. J'en suis même convaincu et c'est ce qui me plaît depuis 15 ans dans les discussions qu'on a ensemble. Comment tu l'as défini? Comment tu la revisites? C'est parce que tu vas dans plein de conférences, c'est parce que tu parles à tes clients. Comment tu faisais à l'époque pour faire cette espèce de plan annuel ou sur plusieurs années et te dire bon, ben on va aller dans telle direction? Parce que bon, pour se moquer mais gentiment et amicalement de Florian qui était ton associé. Lui, il était dans la vente quasiment exclusivement et tu pouvais passer au bureau de 8h30 à 19h. Il était avec son téléphone et ça pouvait l'exciter de vendre une fibre à 2 000 € ou de signer un client avec un projet complexe qui vaut 500 000 € appuyé par plusieurs commerciaux. Mais lui, il était vraiment dans la vente et les 10 doigts dans la prise, quoi. Hein. C'était ça son truc. Je pense que c'est ce qui a fait que la boîte marchait bien. C'est que justement, Florian était très focus sur ce qu'il maîtrisait bien et qui clairement n'était pas forcément ma tasse de thé, et réciproquement, et qu'on se faisait mutuellement confiance. Donc on n'aurait pas pu être plus différents. On n'a pas le même tempérament, on n'a pas les mêmes objectifs. Enfin, on est vraiment très différents, mais très complémentaires. Donc ça marchait bien. On avait une bonne équipe qui suivait derrière. Et effectivement, moi, ce qui me fait lever le matin, encore aujourd'hui, mais déjà à l'époque, c'est de rester en permanence à l'affût de tout ce qui va évoluer en termes d'innovation. Je passe beaucoup de temps à suivre la géopolitique, je voyage beaucoup. Enfin, j'aime bien savoir ce qui se passe aux quatre coins du monde, d'un point de vue géostratégique, d'un point de vue politique, d'un point de vue technique, d'un point de vue économique. Et en fait, je sais pas comment dire, il y a beaucoup d'informations à capter. Et à partir de là, il y a des mécanismes de réflexion qui s'enclenchent et qui font que ça va ouvrir ou fermer des portes parce que l'association de A plus B plus C plus D, même si à la base c'est 4 pièces qui n'ont rien à voir ensemble, tu peux te dire tiens là je tiens quelque chose. C'est ta matière ça en fait, c'est comme ça que tu t'enrichis et que tu prends tes décisions et donc il y a une Exactement. partie d'intuition mais finalement tu as une espèce d'analyse aussi macro qui vient guider tes choix c'est un ça, peu. Je sais pas si c'est de l'intelligence artificielle ou naturelle. Non, mais je plaisante forcément, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit comment fonctionne une IA, c'est un peu ça. Tu captes un max d'informations, tu digères, et puis après, tu les synthétises, tu les processes et tu sors un résultat. Et en fait, moi, j'ai toujours travaillé comme ça, depuis toujours, en fait. Donc, je pense que la partie innovation qui me plaisait tant, elle est aussi liée à ce genre de comportement. En 2015, point de bascule, tu viens de vendre...
tu pourrais aller finalement sur une plage tranquillement te la couler douce. Ce que tu fais, c'est que tu décides parmi plein d'autres projets de financer des startups. À ce moment-là, on a bossé pendant 4-5 ans ensemble chez Neoté, Lecom, et c'est un pari un peu fou de se dire on va mettre 1 million, 1,5 million dans une holding, on va financer 5-6 boîtes et on va les accompagner pour les aider à passer du seed à la série A. À ce moment-là, ça vient de quoi? T'as envie de renvoyer l'ascenseur, de côtoyer une nouvelle génération d'entrepreneurs. C'était quoi ton moteur? Parce que t'avais même pas un incentive fiscal. Tu vois, t'as des gens aujourd'hui, c'est du réemploi et ils sont obligés dans les 2 ans de réinvestir X%. C'était quoi le fondement de tout ça? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, là encore. Alors déjà, j'avais commencé un petit peu à investir dans 2-3 petites startups avant même de vendre. Ouais. Mais c'était un exercice intellectuel, c'est plutôt pour aider des projets. Je pense que j'étais déjà dans la démarche de me dire, il y a un côté give back, c'est-à-dire, j'ai monté des boîtes. Il y en a qui se sont plantés, forcément. Toujours des moments où tu te plantes. Il y en a une, en l'occurrence, qui a très bien fonctionné. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire après ? Le après, je suis pas encore assez vieux pour me dire qu'effectivement, je vais passer le reste de ma vie sous un cocotier. Ça, j'en étais rigoureusement incapable. Donc, si, 3 jours. Ouais, non, mais pour l'anecdote, à l'époque, quand j'ai vendu la boîte et que j'ai rendu les clés fin décembre 2014 à l'opérateur qui nous avait racheté, je me suis dit, je me prends une année sabbatique, quand même bien méritée. J'ai tenu, 2 mois et demi. Oui, et février 2015, premier deal ensemble. Donc, ouais, voilà. J'ai tenu 2 mois pendant lesquels j'ai voyagé, j'ai fait du bricolage en retard. Enfin bref, j'ai rempli mes journées. Je commençais déjà à m'ennuyer. Donc, quand tu es venu toquer à ma porte en me disant, tiens, j'ai une idée, on pourrait peut-être monter un fonds pour des startups sur Montpellier, etc., avec Patrick. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Alors, il y a eu ça. L'autre élément qui m'a poussé effectivement à ouvrir XLR avec vous, c'est que j'avais, comme je l'ai dit, mis quelques petits tickets à droite à gauche dans des startups. Soyons objectifs, dans 8 cas sur 10, tu te plantes. Parce qu'avec un seul cerveau, l'analyse des dossiers reste quand même limitée. Ou alors tu te laisses emporter par ton enthousiasme sur un produit qui a l'air génial, ou un porteur de projet qui a l'air super. Mais l'analyse est insuffisante. Et le fait de monter une structure avec d'autres associés où tout le monde va faire de l'intelligence collective pour analyser les dossiers, et puis il y en a toujours un qui va potentiellement mettre le doigt sur le truc que les autres n'avaient pas vu pour éviter de se planter, c'est infiniment plus efficace. Donc la création d'XLR, pour moi, c'était aussi ça. À ce moment-là, on fait les premiers deals, on investit dans Take-Ris, On-Off, on investit dans Music World Media. Il y a un peu de chance quand même sur les bons investissements. Il y a pas mal de travail et de méthode parce que on n'est pas connu et donc tu es face à des fonds qui sont aujourd'hui des confrères avec lesquels on co-investit, mais Isaïe, Partech, etc. Jusqu'à OVNI, il se passe quasiment 10 ans. C'est long le venture capital. Entre le moment où tu investis, le moment où tu désinvestis. J'en parlais au début du podcast. Toi, tu es plutôt force tranquille. Donc, tu as su, comme moi, être patient. Mais on a nos premiers échecs avant d'avoir les premiers succès. En tout cas, on voit que certaines boîtes, ça se passe pas comme prévu. Ouais. Comment tu le gères, ça? Parce que c'est une partie significative quand même du patrimoine que tu engages. Et tu te dis, finalement, je diversifie sur d'autres classes d'actifs. Donc, cette partie-là, c'est la partie que je suis prêt à perdre. Donc, autant attendre. C'est quoi ta lecture si je remets en contexte 2017, 2018, 2019, tu sais pas trop quelle va être la sortie de tous ces investissements-là. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, je double down alors que je suis pas encore à 100% sûr de mes résultats? Alors, t'es joueur? Dans Venture Capital, il y a Venture. Ouais. Sinon, il y aurait juste Capital. Donc, tu sais pertinemment, et puis pour l'avoir fait par moi-même avec certainement un taux d'échec encore plus élevé en direct,
que il y a des dossiers tu vas gagner, il y a des dossiers tu vas perdre. Tu le sais, je veux dire. Donc, j'ai consacré une partie d'argent à financer une structure qui elle-même reprenait des participations et les suivait pour essayer effectivement de les faire décoller, fructifier et ainsi de suite, ce qui était le rôle d'XLR, et maintenant d'OVNI, mais on en parlera après. Mais bien évidemment, tu t'attends jamais à du 100% de retour sur investissement, parce que sinon, tu n'investis pas dans des startups. Ça serait trop facile. Il y a ça. Tu fais pas de l'immobilier, toi, ça non, quasiment pas d'immobilier dans mes investissements. Moi, je gère des startups, des portefeuilles boursiers, l'industrie. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien les choses, réelles et avec du potentiel d'innovation et de croissance. Pour moi, l'immobilier, ça matche pas avec innovation et croissance. Il y a une fierté de ta part d'être à l'origine d'aventures comme On-Off ou Music World Media ou même Vaonis, le télescope connecté qui cartonne. On parle de plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, plusieurs dizaines de millions pour certaines de ces boîtes. Fierté, je sais pas si c'est le terme. On va dire que je suis heureux quand des projets comme ça aboutissent et que des années plus tard, donc tu as cité Raphaël Monnier tout à l'heure avec les boîtes qu'il a montées, mon ancien CTO de Néo, qui après s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale et puis on est déjà à sa 3e boîte, et qui a vendu avec succès les 2 précédentes. J'en suis super ravi pour lui et qu'effectivement derrière on reste en contact, qu'il y ait... j'attends pas forcément de la reconnaissance, mais je veux dire, il y a... Quelque part, ce dont je suis le plus fier, c'est de me dire, ouais, je les ai aidés à démarrer. Il y a un respect mutuel. Et oui, il y a du respect, exactement. Et oui, ils ont super bien fait le job. Ils ont le résultat. Je suis hyper content pour eux. Et j'ai pas d'intérêt capitalistique dans l'affaire. C'est pas le sujet. Honnêtement, il y a des années que je fais plus ça. J'ai bien vendu Néo Télécom. Ça n'a pas fondamentalement changé mon train de vie pour autant. J'aurais pu ne rien faire, rouler en Ferrari, habiter sur la Côte d'Azur, mais c'est pas ma personnalité. J'ai pas été élevé comme ça, je vis pas comme ça. Donc, cet argent, il est essentiellement réinvesti dans des boîtes ou placé. Et il y en a une partie que je continue d'utiliser pour mon train de vie, mais finalement qui n'a pas fondamentalement changé par rapport à ce qui pourrait être. Et donc, si ça a pu contribuer à faire émerger des projets, créer des emplois, créer des boîtes, et aider des gens qui eux-mêmes m'ont aidé quand on travaillait ensemble, mais franchement, j'attends que ça, en fait. Ça a plus de sens pour toi. Bien sûr. Comme je te disais, sur l'époque Néo, ce qui m'a fait plaisir, c'est le trophée social, quoi. Parce que ça veut dire que, oui, la boîte grossit, mais c'est pas une boîte de requins et tout le monde y trouve son compte. Au cours de ces 15 dernières années, on a des succès, on a des échecs professionnels, personnels, on a des coups durs. Qu'est-ce que tu gardes de tout ça ? Un Julien Coulon, il te dit, après tout, ces entreprises-là, c'est juste un prétexte pour se fabriquer des souvenirs et se constituer une famille d'entrepreneurs avec lesquels on vit des moments assez intenses. Je sais pas, moi, si je les cherche comme ça de tête avec toi, c'est un festival Rock the Piste à la montagne, c'est un vol en avion de chasse, c'est tout ce que tu évoquais et que tu as essayé d'amener chez Néo Télécom et quelque part, moi, j'ai repris un peu ce flambeau et cette culture-là. C'est quoi, toi, le bilan que tu fais de tout ça ? Le bilan, je cherche pas forcément à tirer un bilan. On va dire qu'effectivement, ça crée des souvenirs parce que ça te permet de partager des choses. Après, c'est surtout des rencontres. Des choses hors du commun, quand même. Quand on parle de MWM qui lève 50 millions, t'as conscience que grâce à Néo Télécom et tout ce que t'as construit autour de toi, on vit des aventures qui sont hors normes. Oui, mais si tu veux, typiquement, comme je t'ai dit, il y a un moment, c'est plus de la recherche de croissance financière ou patrimoniale ou peu importe. Finalement, c'est une autre façon. Tu évoquais tout à l'heure Jaguar qui a beaucoup développé parce qu'il a levé des fonds, il est allé dans plein de services, donc la boîte a grossi en termes d'effectifs, de CA et tout. Et j'en suis très content pour eux. Donc, je veux dire, c'était un concurrent à l'époque, mais
Bon, une fois ce stade passé, on s'entend bien, on se parle. Exactement. De temps en temps Je veux dire, Kevin, on a été concurrents, mais ça ne veut pas dire qu'on n'était pas dans le même bateau d'une certaine manière à construire l'internet d'aujourd'hui, et que c'est ça le souvenir en fait. Il y a beaucoup de parallèles entre le monde des télécoms et le monde des VC, parce que les venture capitalistes, on est concurrents, mais des fois on fait des deals ensemble. Donc là-dessus, je retrouve les mêmes univers. C'est un peu les mêmes univers, et puis on va dire que là encore, on communique facilement, les gens se tutoient, se tapent dans le dos. Enfin, j'exagère, mais je veux dire, c'est pas de la caricature, ça se fait assez naturellement parce que voilà, il y en a peu qui sont effectivement issus de milieux très différents des autres. Et donc, pour finir là-dessus, effectivement, tu changes pas forcément ton mode de vie. Donc, ta satisfaction, c'est tu as rencontré des gens avec qui tu t'es fait des copains. Tu partages des expériences avec, mais ces expériences, tu pourrais les faire tout seul. Tu pourrais te les financer tout seul, mais c'est pas pareil que c'est comme quand tu fais de la bonne cuisine et puis que tu as des copains autour de la table ou que tu la manges tout seul devant ton assiette. Elle n'a pas le même goût. Et en fait, c'est aussi à ça que ça sert. On a partagé un univers commun, des références communes, des aventures parallèles, mais qui finalement aboutissent plus ou moins à la même chose. Et aujourd'hui, on repart dans de nouvelles aventures en ayant un bagage derrière nous qui vient de la tech, des télécoms, de l'Internet, sur une partie finance, mais l'état d'esprit est toujours le même. Et l'état d'esprit, c'est de se dire, ce qu'on va faire demain, ce sera encore mieux que ce qu'on avait fait hier. L'optimisme, c'est ça. C'est pas de se dire, c'était toujours mieux hier. Non, c'est, OK, j'ai franchi une étape, j'ai appris, j'ai fait des rencontres, j'ai créé des trucs. OK, c'est une très bonne base de départ pour faire la suite. L'important, c'est la suite. Donc comment tu fais pour avoir toujours cette flamme, ces petites étoiles dans les yeux et de ne pas être lassé? Moi, par exemple, le jour où je te demande de te taper les 3000 questions de l'AMF, de retourner sur les bancs de l'école parce que j'ai besoin d'avoir l'agrément, à la fois, je suis content de te le demander, à la fois, j'ai un peu honte. Et tu prends le truc en te disant non, mais c'est cool et tout, alors que pour 90% des gens, c'est une perte de temps et les gens, ils vont avec les deux pieds sur le frein. C'est ce que tu disais au début, c'est ta curiosité. C'est ce que je te disais. Voilà, c'est insatiable, c'est comme ça qu'on dit. Oui, je pense que j'ai une curiosité insatiable, ça c'est sûr. Pour le coup, c'était un domaine dans lequel je bricole, entre guillemets, à gérer mon patrimoine, et puis avec les banques d'affaires, et à gérer des portefeuilles boursiers, à se lancer des challenges, y compris avec mon gestionnaire de portefeuille qui en gère une partie tout seul et une partie où c'est moi qui décide de ce qu'on met dedans. Et donc, tu es meilleur que lui parce que tu as mis du Nvidia il y a 2-3 ans, c'est ça? Entre autres. Mais je veux dire, on a notre challenge annuel, et depuis 5 ans, c'est toujours moi qui gagne. Donc voilà, ça, c'est un petit challenge perso. Et donc, le fait d'avoir une vraie formation complète financière qui permettait d'accéder justement à ce diplôme AMF, je n'avais pas forcément prévu de reprendre des études à la soixantaine, soyons clairs, mais ça aiguisait ma curiosité en même temps. Donc, je l'ai fait comme ça. Oui, je suis retourné un peu sur les bancs de l'école, surtout dans mon canapé, puisque c'est quand même des cours en ligne. Et puis j'ai bachoté comme tout bon gamin qui se respecte, et puis à la fin j'ai passé un examen, je l'ai eu, j'étais très fier de moi, ça m'a servi à rien. Tu le racontais dans les dîners, non? Ouais, vaguement, mais voilà, mais j'étais très content de moi parce que effectivement je m'attendais pas à rebachoter un truc en fin de carrière, et que finalement c'était rigolo. Si on reprend le fil rapidement, janvier 2021, je viens te voir avec ce projet OVNI Capital. Septembre 2021, on décide de s'y mettre. Février 2022, on crée la boîte. Janvier 2023, Augustin nous rejoint. Été 2023, Mathieu nous rejoint. Entre-temps, toute la clique, Julien, Alexandre, Danae, Thomas, et ça devient une aventure collective. À l'heure où on se parle, on peut pas encore en parler publiquement, mais on est proche de closer entre 45 et 50 millions, avec 200 privés et 3 instits. Quand tu regardes ça, tu te dis quoi? Déjà, je me dis que quand on en a parlé il y a 2 ans, on visait d'arriver, si tout allait bien, à 30 et pas à 45-50. Donc, ça veut dire que le boulot était bien fait et que toute l'équipe s'est donnée à fond pour atteindre des objectifs
qui étaient les objectifs théoriques, mais qui n'étaient pas forcément atteignables. Ouais, puis dans un contexte, guerre en Ukraine, Moyen-Orient, oui, c'est ça bouge. On n'est pas dans le contexte d'il y a 10 ans en plus. Donc on va dire que les conditions de départ étaient un peu plus compliquées. Il y a ça, mais ouais, je pense que là encore, tout le monde y est à fond en fait dans l'équipe. Tout le monde a activé son carnet d'adresses, a trouvé des souscripteurs, fait des tas de rendez-vous, et puis un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu. C'est comme ça qu'on arrive effectivement à collecter les moyens d'un fonds. Je pense aussi qu'on a tous des gros carnets d'adresses, et il y a une aventure qu'on n'a pas évoquée entre XLR et puis OVNI, qui est WeSprint, où en fait, on a aussi... C'était la V2, en fait. XLR est une V1, WeSprint une V2, XLR, c'est un véhicule d'investissement. WeSprint, c'est quand même accélérateur de start-up qui a essaimé dans 4 ou 5 villes différentes. On a quand même accompagné des centaines de boîtes. Ouais, c'est là où on a trouvé des bases en Savoie. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une quinzaine de souscripteurs en Savoie, et c'est via cette aventure-là qu'on a rencontré Alexandre Génie. Exactement. Et que beaucoup de choses découlent de ça. Voilà, et donc en fait, ça a aussi forgé une certaine expérience d'avoir un maximum d'entrées dans le monde des startups dans différentes régions de France, avec d'autres VC, puisqu'on a collecté aussi pas mal de gens et pas mal étoffé les carnets de contact dans l'aventure WeSprint, région par région, avec des VC ou des techniciens ou des patrons de boîtes en région un peu partout. Et que en fait, c'est un écosystème qu'on a pu réactiver au moment du lancement d'OVNI. Et comme il y avait quand même plutôt on va dire un bon track record sur tout ce qui s'était passé les années précédentes, ça a aussi permis de faciliter les choses. Oui, c'est les graines qu'on a semées pendant 10 ans. Pendant des années, qu'on a collectées et récoltées à la fin. Si tu avais un conseil à donner à des entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui, ça serait quoi? Quelle lecture tu leur recommanderais? C'est quoi le... Déjà, de ne pas être tout seul. Ok. Je pense que j'ai tenté, je veux dire, à ma première société, j'étais tout seul. Bon, j'ai un peu grossi, mais quand tu es seul, il y a toujours des moments où tu n'es jamais au top. Et puis, il y a des moments où tu as besoin de te reposer, il y a des moments où tu as besoin de prendre des vacances. Quand tu es à 2 associés au moins, ça change tout. Non, c'est vrai. Parce que 2, évidemment, qui se font confiance. Ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les boîtes. Donc ça serait le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est... Même si la situation semble compliquée au départ, si tu penses que tu as le bon objectif, que tu as la bonne équipe ou les moyens de faire, pas lâcher le morceau. Parce que sinon, on n'aurait jamais fait Néo Télécom. Quand même des gros opérateurs regardaient une boîte qui avait 4 millions de dettes pour 1,5 million de CA, personne n'a voulu la racheter. Donc simplement, nous, on pensait qu'on tenait les bons fondamentaux, on la connaissait de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a pris le risque. Et donc, t'as jamais rien lâché, toi? Tu penses que c'est une des clés de ton succès, ce côté un peu lâche rien? Ouais, et puis il y a le côté, qui ne risque rien n'a rien. En fait, dans ma vie, de manière générale, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai une idée, j'ai un objectif. En général, une fois que je l'ai, j'ai un peu de mal à en sortir. Donc, j'essaye de concentrer du temps, des moyens ou ce que je peux dessus pour atteindre l'objectif en question. Et voilà, alors, des fois c'est des bonnes idées, des fois c'est des mauvaises. Je peux me planter tout aussi bien que je vais réussir, mais j'ai besoin d'aller dérouler la pelote et d'aller jusqu'au bout. Donc, pour toi, un des conseils que tu donnes aux entrepreneurs, c'est faut savoir supporter du risque et faire des sacrifices, et c'est comme ça que ça finit par marcher. Il faut savoir bien s'entourer. Ouais. Il faut savoir supporter du risque. Il y a des moments qui seront forcément très compliqués. Tu peux être au cœur de la tempête. C'est pas le moment de s'énerver. Si le capitaine commence à lâcher la barre en allant se cacher en la cale, c'est mort. Donc, même si tu te prends de l'eau dans la figure, c'est pas grave, tu la lâches pas. Et puis l'équipage continuera de faire le job. Excellent. Écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager à tous ces gens qui nous écoutent, qui investissent dans ces fonds, avec qui on fait des deals? C'est quoi ce que tu voudrais partager aujourd'hui? Déjà, d'une, je ne peux que les remercier parce que c'est une super preuve de confiance. Et dans les affaires, le seul truc qui ne s'achète pas, c'est la confiance. Il y a 3 choses qui ne s'achètent pas dans la vie. La confiance, la santé et le temps. Et donc, je ne peux que remercier les gens qui, effectivement, nous font confiance et avec lesquels on peut travailler.
doublement. D'un côté, parce que il y a le côté effectivement apport entre guillemets de souscription dans un fonds comme OVNI, ce qui veut dire suffisamment confiance dans l'équipe et dans la manière dont on va travailler avec cet argent pour le faire fructifier. On va faire de notre mieux pour ça, mais aussi pour le temps qu'ils nous donnent, parce qu'on peut aussi les solliciter. Ils ont tous des expertises. Et en fait, ce qui assure aussi la réussite, c'est le fait de pouvoir les solliciter également pour ces expertises. Donc, c'est pas uniquement des moyens matériels. On n'est pas là on n'est pas une banque en fait. On n'est pas là pour gérer de l'argent des autres sans leur rendre de compte, à part une fois par an à l'Assemblée générale. En fait, un fonds d'investissement pour moi, c'est une collectivité de personnes qui ont des objectifs, sinon communs, du moins cohérents, et qui se retrouvent autour d'un noyau actif qui est en fait l'équipe du fonds, et qui va travailler avec eux et essayer en sorte de les solliciter à bon escient pour faire les bons choix, de manière à ce que les investissements qui seront réalisés, qui seront suivis et qui parfois seront malmenés, mais ça ne veut pas dire que ça ne se corrige pas, le soient de la manière la plus efficace possible. Et ça, c'est vraiment de l'intelligence collective et on en a besoin. Pour finir, comment toi tu accordes ta confiance ? Tu l'as accordé avec plus ou moins de succès, mais dans des business qui ont marché, par marché, quel regard tu portes là-dessus et voilà, comment tu expliques qu'il y a certaines personnes en qui tu vas avoir confiance et tu vas beaucoup donner, certaines un peu moins. C'est quoi les déclencheurs pour toi ? Je pense qu'on doit tous le faire de manière différente. Pour moi, c'est assez intuitif. C'est-à-dire que dans les 5 premières secondes, je sais pas comment dire, le cerveau fait un tri. Tu as les gens opinion favorable, neutre, opinion défavorable. Opinion défavorable, je ferai pas de business avec. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des rapports cordiaux, mais il y a quelque chose qui me retient. Et neutre, ça veut dire faut qu'on travaille ensemble et puis on verra. Et opinion favorable, j'aurais tendance assez instinctivement à faire confiance à ces personnes-là. Et après, en travaillant ensemble, on voit si la confiance est bien placée ou pas. Mais sincèrement, les plus gros échecs que j'ai eus dans ma vie, dans des rapports humains ou professionnels, c'est quand j'ai forcé ma nature ou qu'on m'a plus ou moins tordu le bras pour que je force ma nature à dire OK à des opinions défavorables que j'avais eues dès le départ. Ça me va bien comme conclusion. Où est-ce que tu te vois dans 2-3 ans ? Comment tu as envie de continuer à vivre cette aventure-là de l'intérieur au-delà de venir enregistrer ce podcast, participer à la conférence qu'on fait tout à l'heure avec Mathieu Blanchard, participer au comité d'Invest, qu'est-ce qui va te motiver dans les prochains mois, dans les prochaines années ? Ce qui me fait lever le matin, c'est des nouveaux projets, des nouveaux challenges, des nouvelles rencontres. Donc, j'espère que ça ne va pas durer 2-3 ans, mais beaucoup plus que ça. Parce que je pense que le jour où tout ça va s'arrêter, ou pas, mais c'est là que je commencerai à le vivre très difficilement. Les années passent, mais en fait, ce qui effectivement me fait avancer ou vivre, c'est justement de voir le monde qui change, les nouveaux challenges, les nouvelles technos, les nouvelles personnes, d'essayer de continuer à être acting là-dedans parce que c'est dans ma nature et que si j'avais pas ça, je pense que je dépérirais 3 fois plus vite. C'est une crainte de ta part de... J'entendais Alain Roubac dire je veux rester dans le game. Et en fait, j'aime beaucoup Alain, mais c'est comme toi. Alain a 67 ans, tu peux me rappeler, toi ? Je devrais 63. Le savoir, 63. Alain dit qu'il fait de l'invest pour ça, pour rester dans le game, etc. C'est une crainte que tu as ou pas Alors, je le fais en partie pour ça, soyons clairs. Parce que c'est une manière, effectivement, de continuer à suivre des nouveaux porteurs de projets, des nouveaux projets, des nouvelles technos, et que ça me fait frétiller les neurones, donc ça, c'est super. Après, rester dans le game, je sais pas s'il faut dire ça comme ça. Ça peut être d'autres games, c'est pas le sujet, mais je peux pas rester inactif cérébralement, on va dire. J'ai besoin, tant que j'en suis capable, il y a forcément un jour où je le serai plus,
de voir si je peux encore apprendre, si je peux encore partager, si je peux transmettre, si je peux aider. En fait, c'est plus ça. C'est pas me dire je suis dans le game je fais partie des start-upers. Non, à mon âge, t'es plus start-upper. Et ça n'a aucune importance. Comme disait Sardou dans une chanson, je sais que j'ai moins d'avenir que de passé. Mais c'est pas grave. C'est pas ça le sujet, en fait. Le sujet, c'est tant qu'il y a des choses sur lesquelles je peux y contribuer d'une manière ou d'une autre et que ça me fait plaisir de le faire, bah, tout va bien. C'est tout. Excellent. Écoute, moi, je trouve que, en tout cas, tu peux rater des vagues. Tu vois, moi, il y a certains virages d'un point de vue business que j'ai complètement raté, des trucs que j'ai pas vu passer. Et puis, l'avantage de nos métiers, c'est que vu que ça bouge tout le temps, tu vois, moi, je suis passé à travers les réseaux sociaux, mon Insta, il est pété, blockchain, Bitcoin, j'ai laissé passer parce que, je sais pas, j'ai eu des gamins, j'ai lancé une boîte et tout. Et puis, bam, t'as la vague de l'IA et en fait, tu resurfes une vague différente. Et c'est ça qui est excitant dans nos métiers. Et comme tu dis, tant que tu peux contribuer, apporter, et faire des choses et assouvir cette curiosité, et il faut continuer à jouer des parties, quoi. Ouais, j'ajouterais juste un dernier petit truc à t'écouter. Il y a peut-être des vagues que tu as prises et d'autres que tu as ratées. L'IA, c'est pas une vague, c'est un tsunami. C'est un tsunami, ouais. Et écoute, on va essayer de bien investir dans ce tsunami avec OVNI. Et c'est clair que tu as vécu plusieurs vagues, plusieurs tsunamis, la bulle Internet, la crise financière de 2008, etc. Et en fait, c'est super excitant d'avoir un fonds de 45-50 millions à investir dans ce tsunami qu'on est en train de vivre de l'intelligence artificielle. Il y a 2-3 ans, c'était moins marrant d'être un investisseur. Là, on vit cette révolution technologique et c'est chouette de la vivre de l'intérieur, un peu comme vous avez vécu avec Néo toutes ces années folles et d'or de l'Internet. Ouais, disons que l'intelligence artificielle est un magnifique outil qui sera certainement bien utilisé par une équipe où il y a déjà une grosse collection d'intelligence naturelle. Évidemment. Un format un peu plus long que d'habitude pour tous les gens qui nous écoutent, mais ravi d'avoir pu l'enregistrer avec toi, Didier. Une façon de marquer 15 ans d'association. Tous les ans, je t'envoie un petit mail pour te remercier. Je parle toujours de ce petit coup de baguette magique, mais effectivement de m'avoir pris sous ton aile il y a quelques années. Il y a un truc que tu avais dit qui m'avait marqué, c'était de dire, moi, j'aime pas filer du poisson aux gens et je préfère leur apprendre à pêcher. Je pense que c'est ce que tu m'as donné ces dernières années, c'est le goût d'entreprendre. Je l'avais déjà, hein, j'ai toujours été entrepreneur, mais le fait de pas lâcher même dans les moments difficiles. J'ai, comme toi, eu des bonnes associations, des mauvaises associations, des gros passages à vide et tu as toujours été là dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc merci pour ça et on va aller continuer cette belle journée avec une grosse partie des souscripteurs du fonds, boire un verre avec eux, aller écouter une magnifique conférence. Donc voilà, c'est que le premier jour. Je pense que c'est aussi, tu as raison de le rappeler, c'est que le premier jour de l'aventure OVNI. Exactement, donc un grand merci à toi. Et puis effectivement, demain, toujours le premier jour du reste de ta vie. Allez, donc, ça marche. Suite de l'aventure. À bientôt tout le monde, ravi d'avoir enregistré ça avec toi Didier. Salut. Salut.